Even for Good, le podcast qui réconcilie paillettes et planètes. Je suis Émilie de The Good et j'ai l'honneur d'animer ce nouveau rendez-vous coproduit avec Unimev et l'Opco Atlas. L'événement responsable n'est pas qu'une tendance, c'est désormais un incontournable. Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place ? Quels sont les comportements à faire évoluer ? Nous avons demandé aux professionnels du secteur de nous partager leurs visions et leurs conseils. Que vous soyez futur professionnel de l'événement ou déjà sur le terrain, ce podcast est fait pour vous aider à intégrer la responsabilité à votre activité. Bonne écoute. Bonjour Azilis de Verinas. Bonjour Émilie. Bienvenue dans notre podcast Event for Good. Merci. Vous êtes directrice déléguée Les Échos Le Parisien événements. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre activité ? Alors, le pôle Les Échos Le Parisien événements organise une centaine d'événements par an. On a vraiment cette vocation d'être le prolongement naturel des rédactions. On aime à dire que dans un média, il y a le média print, il y a le média digital, et puis il y a le média vivant qui est sur le terrain, qui est le showroom sur tous les territoires en France de nos rédactions, qui se déploie tous les ans au travers, donc, comme je disais, de forums, de salons, de think tanks, de remises de prix, de roadshows. Et du coup, pouvez-vous nous citer peut-être quelques-uns de vos événements les plus importants ? Alors, on a des événements phares comme Go Entrepreneur, qui est l'ancien salon des entrepreneurs, qu'on organise à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes. On a aussi Inclusive Day, qui est l'ancien salon du handicap qu'on a transformé. On a bien sûr Investir Day, mais on a aussi Médias en scène, le grand festival des médias. On a aussi le Sommet du bien commun. On a encore plein d'autres événements comme ça. On est en train de créer un festival des océans. On a aussi des événements sur la transition énergétique, sur les télécoms, pas mal d'événements phares. Et puis le groupe, bien entendu, organise aussi Change Now et Vivatech chaque année. Ah, justement, ça m'intéresse puisque la RSE, l'impact écologique, social, sociétal de nos actions prend chaque jour de l'importance, on le voit dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Vous qui, du coup, organisez cette centaine d'événements par an, quelles évolutions notez-vous en matière d'impact et de RSE dans le secteur ? Alors, on a compris une chose, c'est qu'il fallait absolument, en tant que média, savoir montrer le chemin et montrer l'exemple. Alors, c'est pas simple parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut être au top. On a la chance d'avoir un groupe qui est très engagé. Notre PDG, Pierre Louette, a annoncé notre raison d'être puisque le groupe Les Échos Le Parisien s'engage à favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, donc c'est les rédacs, en mobilisant, ça c'est la partie événementielle, et en accompagnant, c'est toute la partie service, chaque jour les citoyens et les entreprises. Donc fort de ça, on est en train de faire toute cette démarche-là avec des KPI, on est accompagné par KPMG et au niveau événementiel, on est très observé parce que c'est tout à fait tangible, que ce soit par l'éco-conception, mais par aussi la diversité des contenus, dans les panels, des sujets. Donc on a le double levier. Il y a l'éco-responsabilité et la partie environnementale, et puis le gros volet social sur lequel on est très actif. D'accord, donc à la fois dans les contenus, dans l'éco-conception et puis même dans l'émergence d'événements dédiés finalement à Absolument. la RSE. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait, dans notre rôle d'accompagner les entreprises à chaque jour dans leur quotidien auprès de leurs collaborateurs, auprès de leur business, de leurs clients, on a ce rôle-là et les événements ont vocation à donner encore plus ce volet. Et c'est comme ça que, typiquement, dans Go Entrepreneur, on est en train de monter tout un volet des entrepreneurs à impact pour inspirer les autres. On a aussi percé le mur du son avec Inclusive Day qu'on organise le 3 juin. On prend l'Arena de la Défense. Inclusive Day est un bel exemple. Dans la RSE, il y a le mot « E ». On parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de Greta. C'est un sujet qui est quand même assez adressé. Mais le S de la RSE, la transformation sociale et sociétale, c'est vraiment ce sujet-là qu'on veut épouser avec cet événement. On en fait le rendez-vous des entreprises inclusives et des innovations sociales. Donc, c'est vraiment le gros rendez-vous. Il y aura les best practices de toutes les entreprises. Ça, c'est un engagement du groupe qui est très, très concret. Et fort de cet événement-là,
On essaie aussi de tirer le trait sur l'ensemble des événements et ce n'est pas qu'une fois par an qu'on va parler de l'inclusion et de l'entreprise inclusive, mais c'est dans chacun des événements. On va choisir des personnes en situation de handicap dans nos panels. On va aussi essayer de pouvoir créer de la mixité et notamment l'égalité homme-femme sur chacun des choix de nos panels. Alors on peut penser que ça s'est vulgarisé, mais c'est pas facile. C'est encore un combat au quotidien et c'est extrêmement important. Merci. Justement, j'allais vous demander comment vous aviez intégré cette dimension de la RSE dans vos pratiques quotidiennes. Peut-être un point sur l'éco-conception des événements aujourd'hui. Donc, on l'a vu dans les contenus, mais est-ce que dans la manière de produire vos événements, vous avez aussi intégré cette notion écologique ? Alors, c'est quelque chose qui est absolument clé et qui est de plus en plus demandé par nos partenaires. Et ce sont d'ailleurs dans notre offre partenariale, c'est quelque chose auquel on s'engage de donner des KPI pour nos partenaires. C'est pas que faire les conceptions, mais c'est aussi faire de la pédagogie auprès de nos partenaires. Ils sont très sensibles à ça. Donc quand on leur dit, écoutez, finalement, cette année, il n'y aura pas de moquette, les badges ne vont être imprimés que en cas d'extrême nécessité. On va essayer de réduire, par exemple, la récolte des badges à la sortie des événements. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc, ensuite, on essaie de ne plus imprimer des grands plans, par exemple. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est la réduction du papier, c'est la réduction des consommations d'eau, consommation d'énergie sur les événements. En même temps, on est dans un secteur où, comme j'aime à dire, il faut être paillettes et cacahuètes. Et donc, il faut quand même aussi envoyer du lourd pour qu'il y ait le côté festif et événementiel. L'équation n'est jamais simple, mais on essaie d'y travailler et on est en train de travailler du coup avec, notamment, on a demandé à travailler avec Éric Conseil pour se faire accompagner sur un label d'événements éco-engagés avec le réseau Rive. Et donc là, on est en train de former l'ensemble de nos collaborateurs de tout le service production pour essayer de trouver des solutions. Et ça va nous permettre de donner des indicateurs qualitatifs et quantitatifs à la fois à nos partenaires, mais aussi à nos prestataires. Parce que l'éco-responsabilité, c'est aussi le choix des prestataires green. Donc là, c'est pareil, c'est plus cher. Il ne faut pas se mentir. Ça challenge le business, le modèle économique de nos événements. Mais derrière, nos clients viendront sur les événements qui seront les plus éco-responsables. Donc, il y a un retour sur investissement et d'un engagement qui est vraiment collectif. La filière bouge et est vraiment en train de se transformer dans ce domaine-là. Vous le sentez, oui, effectivement, d'un point de vue de vos clients B2B. Vous avez des clients en B2C qui vous demandent, qui vous réclament, qui vous challenge aussi sur cette dimension environnementale. Vous sentez qu'il y a une appétence, en tout cas aujourd'hui, de vos clients sur la dimension environnementale ? J'ai envie de dire que notre client B2C, nous, c'est le visiteur. Le visiteur de l'événement, il est très, très demandeur, alors qu'il n'a pourtant pas payé, puisque les événements sont gratuits, nos salons sont gratuits, mais c'est lui qui nous challenge énormément. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on leur propose d'organiser du covoiturage pour venir sur nos événements. Mais c'est génial que ça parte du terrain et que ce soit nos visiteurs qui disent « Est-ce que vous pouvez envoyer un message pour voir si on peut s'organiser entre nous ?» Et ça, c'est absolument formidable. Donc, on sent bien que le visiteur veut être éco-responsable. Et tant mieux, parce que c'est encore ça le plus difficile. Quand vous avez des salons où vous avez entre 50 et 60 000 personnes hors temps Covid, par exemple sur Go Entrepreneur, c'est le cas. Heureusement que ces gens-là ont envie de mener cette transformation aussi d'éco-transition, parce que sinon, on n'y arriverait pas seul. Donc, quand on leur dit, désolé, mais en fait, il n'y aura que des fontaines à eau, il n'y a plus de bouteilles en plastique, il n'y a pas de plan, mais en revanche, on vous invite à regarder sur un écran, il faut faire un peu plus de pas pour aller organiser votre parcours, travailler en amont aussi la visite de l'événement. Les gens viennent aussi maintenant, consomment l'événement un peu différemment. Ils viennent plus parce qu'il y a de la lumière, il y a du monde. Voilà, donc nous, c'est aussi ça, c'est tout ce parcours. Et l'éco-responsabilité se traduit au quotidien. Et par exemple, un autre exemple qui est intéressant, c'est que tous nos prestataires, les hôtesses et tout ça, aujourd'hui, les t-shirts, par exemple, on réutilise tout
Alors qu'avant, c'est dingue de se dire qu'on jetait tout. Les parois, que ce soit même on essaie de mettre des chaussettes pour faire des kakémonos pérennes. Et on met plus les dates, par exemple, les années sur la signalétique de nos événements. Média en scène, c'est un des exemples. On réutilise les bâches, mais parce qu'en fait, avant, tout le monde floquait la date de l'événement. Mais ça a peu de sens maintenant. Et tout le monde le comprend. Voilà, ce sont des petits usages au quotidien comme ça qui nous permettent de s'améliorer. Et pareil, au niveau des traiteurs, éviter le gaspillage. Les gens sont quand même conscients. On voit bien que, comme en plus c'est une industrie assez consommatrice, on est les premiers concernés. C'est à nous de vraiment bouger et de faire pivoter l'ensemble de la filière pour qu'on soit encore meilleur dans notre consommation, dans les déchets et dans toute la responsabilité. Mais j'ai même envie de dire, ça va encore un cran plus loin avec le respect environnemental des lieux où on vient. Savoir respecter la biodiversité aussi, savoir, voilà. C'est tout ça dans son ensemble qu'on est en train de prendre en compte et en donnant des KPI tangibles dans notre groupe tous les trimestres. On a maintenant un comité impact avec des responsables éco-responsabilité qui se réunissent dans l'ensemble du groupe. Donc, on a ces KPI-là. Ensuite, on essaie de les tenir vis-à-vis de nos partenaires et on essaie de les demander à nos prestataires. Voilà la chaîne qui fait le côté vertueux, en tout cas de la démarche, et on espère aller loin, une fois de plus, en montrant le chemin et en montrant l'exemple. Et justement, dans votre chaîne de valeur, donc on a vu l'éco-conception, on voit la production, on voit sur le moment aussi le choix du contenu. Comment vous travaillez aussi votre communication et votre marketing pour le rendre plus durable, plus responsable? Alors ça, on est en train de réfléchir justement. On voit bien que finalement notre métier était très physique et éphémère, et que c'est en train de pivoter grâce au Covid, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait un avantage à avoir eu à traverser ces périodes difficiles. On se rend compte que finalement on est un animateur de communauté à qui on donne rendez-vous ou pas s'il y a Covid à l'occasion d'un événement physique. Et bien sûr hybride. Mais donc toute la communication est repensée et dans l'éco-responsabilité de tout ça, il y a justement l'empreinte notamment digitale. Comment est-ce qu'on fait vivre parce que finalement on a beau dire on bouge tous, la mobilité urbaine, oui, effectivement, une empreinte carbone, mais quid du digital? Donc, on est en train de réfléchir, d'essayer de mesurer tout ça, parce que finalement, peut-être qu'en animant notre communauté sur le digital avec différentes thématiques, on aura peut-être moins d'empreinte carbone, effectivement, mais il y aura quand même un impact. Comment est-ce qu'on le mesure? Et sur toute la communication après, on essaie aussi de partager les gestes simples et notamment au travers de cas très concrets. Je vous prends un autre exemple. Quand je suis arrivée, et on faisait travailler une journaliste qui était aveugle et qui anime divinement bien les tables rondes. Et c'est remarquable, mais en fait, souvent, on dit que quand on perd un sens, on en développe d'autres. Et elle est incroyable, parce que pourtant, elle n'a pas le non-verbal que peut prendre justement un animateur et sentir l'impatience d'un speaker qui lève le doigt. Cette fille est formidable. Et on ne l'apprenait que sur les événements en handicap. Eh bien, justement, pour nous, c'est savoir lui faire animer d'autres tables rondes, d'autres conférences. Et voilà un geste aussi en communication. C'est-à-dire, c'est la preuve aussi par l'exemple de montrer l'inclusion qui finalement n'est pas que accepter la différence. J'aime bien cette phrase qui dit la diversité, c'est d'être invité à la fête et l'inclusion, c'est d'être invité à danser. Voilà, c'est ça qu'on a au quotidien, c'est-à-dire de rendre tout à fait normal des situations, notamment sur le volet donc sociétal, au sein même de nos événements. C'est avec ça qu'on va faire avancer la société, c'est avec ça qu'on va engager nos publics. Ils vont se rendre compte que oui, tout est possible et que c'est tout à fait normal de travailler sur ces thématiques-là. Je prends un autre exemple. On s'est rendu compte que le sujet des salariés aidants était en train de monter. 40% des Français sont aidants
vis-à-vis de leurs grands-parents, de leurs parents ou de leurs enfants qui sont en difficulté. Il y a c'est un sujet sociétal majeur, comment l'entreprise doit s'adapter, comment l'entreprise doit accompagner. Donc typiquement, on a monté une conférence là-dessus et on a essayé de trouver des speakers. Voilà, c'est une autre manière aussi, et ça montre bien, ça illustre bien qu'on est très très engagé sur le S de la RSE autant que sur le E. Mais en étant un publisher et un média comme le groupe peut l'être, je pense qu'on a cet engagement sur le fond qui est extrêmement important. L'éco-responsabilité, c'est normal presque qu'on le fasse. Mais en revanche, la transmission dans la transformation sociale et sociétale des entreprises, c'est une course de fond et on l'a démarré et on est très très engagé. Super. Vous auriez un petit mot pour des jeunes professionnels qui vont s'orienter vers les métiers de l'événementiel? Bah, je leur dis que c'est un des plus beaux métiers du monde. On a une chance incroyable parce que on fait un métier où on réunit les uns et les autres autour d'une thématique qui leur est chère. Et ce que je vous souhaite, c'est d'être engagés, parce que quand on fait son métier avec passion, d'abord, ça se passe souvent très très bien, et surtout, prenez dès le départ justement tous les engagements de la RSE. Je pense que ce métier-là ne pourra plus revenir à un monde d'avant. C'est extrêmement important et ce sont même les grands fondamentaux du métier de demain. À la fois le choix des fournisseurs, des prestataires, ou vous-même, si vous devenez prestataire, prenez ces engagements-là, choisissez des labels et soyez absolument convaincus des gestes que vous faites en ce sens, parce que ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, un prestataire qui fait ça que pour le business. Paillettes, cacahuètes et planète. Exactement. Bravo, Émilie. Merci beaucoup, Asilis. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.